Il y a des études qui ont montré que 5 heures et plus étaient associées à une augmentation significative du désir de suicide chez l'adolescent. Donc, c'est sûr qu'il faut limiter. Il y a une surutilisation des réseaux sociaux, puis les impacts sur l'apprentissage sont assez considérables. Les régimes chaotiques de notification surexcitaient le système de récompense du cerveau, donc qui fonctionne un peu comme des machines à sous, et que ça pourrait entraîner des mécanismes d'addiction. Je dirais que post-pandémie, évidemment, ça a fait peut-être un effet boule de neige avec les réseaux sociaux là, pour l'utilisation des écrans. Comme on va parler de sujets un petit peu sensibles aujourd'hui, j'ai préféré faire l'entretien avec un masque. Le risque, c'est qu'on sera constamment malheureux et en manque de dopamine lorsqu'on n'a pas de récompense auxquelles on s'attend. Alors qu'avant de jouer, on était bien sans avoir eu des récompenses. On passe désormais presque toutes nos journées connectées à nos écrans. Selon les dernières statistiques, on parle de plus de 7 heures connectées par jour. Leur utilisation s'est accentuée de façon exponentielle ces dernières années, particulièrement pendant la pandémie. Dans quelle mesure les écrans sont-ils nocifs pour notre santé? Est-ce qu'on se rend compte des impacts sur notre cerveau, sur notre façon de concevoir nos liens sociaux et sur notre perception du monde? Mais d'abord, comment et pourquoi les réseaux captent ainsi notre attention? C'est une affaire de gros sous. À l'origine, le grand réseau social, c'est Facebook. Ça a toujours été difficile pour certaines personnes de comprendre leur modèle économique, mais finalement, c'est le même que celui de la télévision, c'est un modèle publicitaire. Mais Facebook va plus loin que la télévision parce qu'il utilise le contenu des internautes, ce qui ne lui coûte rien, alors que la télévision doit payer pour produire son contenu. Ils ont simplement, ce qu'ils ajoutent par rapport à la télévision, c'est une segmentation extrêmement fine, extrêmement détaillée, et la capacité à envoyer un message ciblé à une personne parmi 1000 que la télévision ne faisait pas jusque-là. C'est généralement le même modèle d'affaires pour tous les autres réseaux sociaux. Mais en plus, TikTok a un système où les personnes qui visionnent les vidéos de leurs influenceurs ou influenceuses préférés peuvent acheter de la monnaie virtuelle dans TikTok, donc des coins, et cette monnaie est transformée en cadeau virtuel. Ces cadeaux, ce sont des émojis de rose, de diamants ou de galaxies, pouvant aller de quelques sous à 400 $ pour un émoji lion. Tout ça, c'est très imagé, on ne voit pas l'argent, on ne sent pas l'argent réellement, mais il y a réellement rétribution et dépenses d'argent de personnes qui regardent l'influenceur ou l'influenceuse. Sur ces dons récoltés exclusivement lors de live, TikTok se prend une commission royale de 50%. Donc voilà les grosses sources de revenus de TikTok aujourd'hui. Avec TikTok, on perd la notion de l'argent, mais aussi la notion du temps. Comme à chaque contenu court, finalement, c'est relativement peu satisfaisant puisque on a consommé un contenu tellement léger, tellement peu profond, on a eu tellement peu le temps de l'absorber qu'on cherche toujours le contenu suivant pour avoir une source de satisfaction que finalement on finit par y passer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes sans s'en rendre compte. C'est moi que voilà, inspecteur Tenders avec la joie. Avec ses formats courts, TikTok est très addictif. Les jeux vidéo, comme les réseaux sociaux, fonctionnent sur le même principe, les circuits de récompense du cerveau, qui, une fois stimulés, produisent de la dopamine, ou l'hormone du bonheur. Mais simple question, peut-on faire une overdose de dopamine? Le problème, c'est pas d'en avoir trop. Le problème, c'est que la dopamine s'adapte et on en a de moins en moins lorsque la récompense est répétée. Donc, le risque, c'est qu'on sera constamment malheureux et en manque de dopamine lorsqu'on n'a pas de récompense auxquelles on s'attend. Alors qu'avant de jouer, on était bien sans avoir eu des récompenses. La docteure Véronique Bobot est une chercheure en neurosciences. Elle est une spécialiste de la mémoire. Elle a démontré que les systèmes de récompense qui produisent la dopamine entraînent des changements au niveau de l'équilibre entre les systèmes de mémoire lorsqu'ils sont constamment sollicités. J'ai fait de la recherche sur les jeux vidéo, donc ça a un impact sur l'écran et comment l'écran peut avoir un impact sur le cerveau, mais surtout
un écran avec des récompenses. Donc, lorsqu'il y a des récompenses, ça va solliciter une partie du cerveau qui s'appelle le noyau codé. Et les gens qui utilisent plus le noyau codé qu'une autre partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, lorsqu'on se souvient d'événements, ce sont des gens qui, eux, vont être vulnérables à avoir une atrophie de l'hippocampe. Les noyaux codés sont des structures que l'on retrouve dans les deux hémisphères du cerveau et qui sont impliquées dans le développement des habitudes. Les noyaux codés sont aussi importants parce qu'ils automatisent des comportements qui sont répétés comme marcher, parler. C'est bien qu'on puisse le faire et penser à autre chose en même temps. Mais l'automatisation va de pair avec un système de récompense. Donc, je ne dis pas que les noyaux codés sont mauvais, mais si on les utilise trop et qu'on est tout le temps à la recherche de récompenses, c'est là qu'il va y avoir cette adaptation de la dopamine qui va diminuer, qui va faire qu'on va en être dépendant et qu'on va se sentir mal lorsqu'on n'a pas l'objet de dépendance. Véronique Bobotte a découvert que les gens qui consomment beaucoup de jeux vidéo d'action et dont les systèmes de récompense sont stimulés ont une atrophie de l'hippocampe, le siège de la mémoire des événements, au profit de cette structure, le noyau codé, impliqué dans le développement des habitudes. Si l'utilisation des noyaux codés par le biais des récompenses cause une détérioration de l'hippocampe, ça veut dire que d'utiliser les noyaux codés va favoriser l'émergence ou va faciliter ou augmenter les risques d'émergence d'une maladie neurologique et psychiatrique. Ces risques de maladies cognitives et psychiatriques qui augmentent lorsque l'hippocampe est petit incluent les démences comme la maladie d'Alzheimer, le syndrome post-traumatique, la dépression chez les jeunes et même la schizophrénie. Il faut aussi savoir que ces dispositifs ou modes d'action des réseaux sociaux qui incitent à la dépendance sont orchestrés volontairement par les concepteurs des réseaux sociaux. On sait que les gens qui programment les réseaux sociaux, si vous regardez Netflix Social Dilemma, ils vous disent qu'ils vont essayer de solliciter la dopamine et se spécialisent et ils engagent des psychologues pour essayer de trouver comment solliciter la dopamine le plus possible avec même les réseaux sociaux. Donc, c'est ça leur fonction. Les stratégies des réseaux sociaux développées dans le but de vendre ont des impacts sur nos cerveaux parce qu'ils sollicitent constamment notre besoin de récompense. Elles stimulent la production de dopamine qui rend heureux, mais en ce faisant, cela crée une dépendance à ces récompenses, créant une addiction comparable à celle des drogues fortes. Pour Samuel Vessière, anthropologue et psychiatre, les impacts des réseaux sociaux prennent des dimensions plus larges que ceux uniquement liés au cerveau. J'ai d'abord envie de vous dire que le cerveau, ce n'est pas forcément la porte d'entrée ou alors le niveau le plus pertinent pour examiner les méfaits et l'impact des réseaux sociaux sur le fonctionnement, sur le bien-être des jeunes et sur la société en général. Parce que les dimensions les plus pertinentes sont sans doute au niveau de l'impact sur le psychique, sur la santé mentale, sur la motivation, sur le rapport au réel, sur les relations sociales, sur le rapport à l'autre et sur la manière dont les jeunes construisent des connaissances aussi, et aussi sur la polarisation. Comme des toxicomanes, on perdrait le sens du réel, incapable de se passer de nos écrans sans être conscient des risques de dépendance. Les écrans et le régime chaotique de notification surexcitaient le système de récompense du cerveau, donc qui fonctionnait un peu comme des machines à sous, et que ça pourrait entraîner des mécanismes d'addiction. Et ça, c'est partiellement vrai. Selon lui, nous sommes déjà conditionnés. Désormais, nous regardons nos smartphones sans raison, de façon robotique, même sans notification. Parce que des études plus tard ont démontré qu'en fait, la plupart des utilisations avec les smartphones sont initiées par les utilisateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand les gens éteignent leurs notifications, ils sont déjà conditionnés. Donc à n'importe quel moment, par exemple, quand ils attendent à l'arrêt de bus, ils ont un passage à vide, ils vont attraper leur téléphone dans l'absence des notifications. Et tout cela a des répercussions sur notre santé. Les conséquences, les méfaits qu'on mesure de mieux en mieux, ils sont au niveau de la santé mentale, au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression, au niveau des troubles de l'identité, au niveau des troubles alimentaires et au niveau des relations sociales. Donc le fait que les jeunes sont de plus en plus socialisés en ligne, ils ont moins de rapports face à face, ils semblent être moins équipés à faire face aux contraintes de la vie de tous les jours, ils semblent être moins résilients. Simplement, on remarque, ça c'est indubitablement vrai, que la génération de jeunes qui ont été socialisés en ligne souffre beaucoup plus de troubles de santé mentale. À l'origine, le but d'Internet
du numérique et par extension des réseaux sociaux, c'était de nous ouvrir au monde, de nous donner accès aux connaissances, de nous informer mieux et davantage. Théoriquement, on pourrait avoir accès à presque toute la mémoire de l'humanité, donc il y avait quelque chose, il y avait une promesse assez alléchante dans l'idée qu'on avait accès à tant d'informations, mais on se rend compte que la plupart des gens l'utilisent très mal et ils ne consomment que de l'information très négative et très 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 anxiogène. Au-delà de l'anxiété provoquée par les réseaux sociaux, ces derniers sont aussi la cause de comportements inattendus. On voit sur TikTok, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a des phénomènes de contagion, par exemple, comme le syndrome de la Tourette, des jeunes filles qui développent des tics en suivant des influenceurs. Donc il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui parlent de leur détresse, qui parlent de leur maladie mentale et qui semblent créer des effets de contagion aussi. En plus d'impacter individuellement notre santé, Internet a des répercussions sur notre société et notre façon de concevoir le monde. Le numérique semble avoir fragmenté le social et la compréhension du réel dans des petites écochambres, des petites bulles de plus en plus radicalement incompatibles. Donc c'est plutôt à ce niveau-là que j'ai envie de dire que le numérique a fait éclater en fait le collectif dans des microcultures qui sont plus capables de se parler. Et donc il a entraîné un phénomène de solitude et de fragilité à tous les niveaux. Les réseaux sociaux sont censés nous aider à socialiser, mais ils peuvent aussi avoir l'effet inverse. Les modes d'apprentissage par le biais du numérique, ils engagent d'autres schémas neuronaux, ils ne sont pas du tout aussi efficaces. Donc au niveau de l'empathie par exemple, qui est vraiment une capacité cognitive et émotionnelle très très importante pour apprendre à se mettre en relation avec d'autres personnes, de bien fonctionner dans une société, les capacités d'empathie sont considérablement réduites sur les écrans parce qu'on n'a pas du tout accès à la même richesse d'indices écologiques. La société commence à peine à se rendre compte des effets néfastes des écrans. Cet enseignant d'éthique et culture religieuse de l'école Samuel de Champlain à Québec témoigne des changements qu'il a pu observer très rapidement. Il y a une surutilisation des réseaux sociaux, puis les impacts sur l'apprentissage sont assez considérables. Donc, il y a une perte de motivation, il y a aussi, il faut les stimuler autrement parce qu'il y a une attention qui est vraiment moins tenace qu'avant. Donc, il y a comme une perte de concentration qui est plus évidente, je dirais, comparée à ma première année d'enseignement. Son école explore donc de nouvelles approches, dont pour la première fois, une semaine spéciale dédiée à l'estime de soi sous l'angle des réseaux sociaux. Là, la semaine prochaine, on a une semaine à l'école complète, thématique, là, où il va y avoir des conférences présentées à tous les élèves de l'école en lien avec l'impact des réseaux sociaux, justement, dont une le titre s'appelle « Change ton algorithme ». Donc, c'est vraiment de venir changer ce que tu veux voir sur les réseaux sociaux, finalement. C'est ça qu'elle va venir parler au premier cycle. Puis l'autre, ça s'appelle « T'es beau, t'es belle, puis après ». Donc, elle vient vraiment s'adresser aux jeunes là, pour passer peut-être de miser sur ce que ton corps peut faire et non pas sur ce qu'il a l'air, en gros. Témoins du fléau des réseaux sociaux et de leur impact sur l'apprentissage, certains enseignants ont aussi commencé à intégrer dans leurs cours des modules de sensibilisation. À mes élèves, là, je leur montre des vidéos qui expliquent ça. Il y a des recherches qui sont sorties, donc je leur montre à quel point leur système de récompense est complètement déstabilisé, en fait, par les notifications que les réseaux sociaux leur envoient. Donc, dans le fond, ils sont toujours dans l'attente d'obtenir un like, un commentaire ou des trucs comme ça. Puis quand ils ont leur téléphone sur eux, parce qu'il y en a encore là, qui ont beaucoup de difficultés à se détacher de leur téléphone dès que ça sonne. En fait, souvent, là, il y en a que ça va sonner. Quand il y a des notifications, ça va vibrer. Et ils vont même mettre la lampe de poche qui va clignoter, en fait. C'est pas tous, là. Mais donc, c'est sûr que ça les déconcentre, en fait, en plein cours. Parfois, c'est des messages de leurs parents qu'ils peuvent avoir, de leur employeur aussi. Des fois, il y a des employeurs qui les textent ou qui les appellent en pleine heure de classe. Donc, c'est pas seulement les réseaux sociaux aussi, c'est que tout est sur leur téléphone maintenant. Leur carte d'autobus, leur portefeuille. Donc, c'est très dur pour nous aussi d'obtenir un contrôle parce que tout est là-dessus pour eux. Devant cette problématique nouvelle et extrêmement difficile à gérer en milieu scolaire, les attentes face aux approches de sensibilisation sont à long terme. Je pense que c'est vraiment en s'impliquant en tant qu'école, en s'impliquant le plus possible, tous les adultes, puis qu'on se tienne un peu là-dedans, puis ça devienne un peu l'âme de l'école, que ça va faire éventuellement une différence. Mais tu sais, les réseaux sociaux sont là pour rester, donc ça va être vraiment de trouver une façon
de venir peut-être mieux choisir les pages qu'ils utilisent, les sensibiliser davantage par rapport à ça. Là. Mais ça va vraiment être à long terme, d'après moi. Il faudra aussi sensibiliser les adultes et les parents et mieux comprendre les répercussions des écrans sur le cerveau des jeunes, puisque pour l'instant, on en sait très peu. On est tous conscients des niveaux divers que les écrans ont pris une dimension disproportionnée dans nos vies. Sans qu'on ait eu le temps de le voir venir. Notre société se fragmente à mesure qu'elle se connecte de plus en plus. L'ironie, c'est que plus on en apprend sur les dangers des réseaux sociaux, plus on passe de temps sur nos écrans. Lorsqu'on aura pris la mesure complète de tous les dommages qui peuvent être causés par cette hyperconnectivité, sera-t-il trop tard ? Mon rêve, c'est un jour, on regardera des films des années 2020 en voyant des enfants collés à des tablettes, et ça nous évoquera la même chose que de voir des gens qui fumaient dans les salles de conférence ou dans les trains, ou de voir des enfants qui fumaient, par exemple. On va se dire, mon Dieu, mais comment est-ce qu'on avait laissé faire une chose pareille ? J'ai décidé aujourd'hui de vous parler avec un masque, alors que je suis déjà en ligne sans masque, parce qu'avec la sortie de ce que j'appelle la bombe nucléaire de ChatGPT et du développement accéléré de l'IA un petit peu sans aucune protection, je suis de plus en plus consciente de la manipulation qui peut être faite de nos images et de nos voix, qui peuvent être utilisées pour ensuite créer des fausses vidéos à partir de nos visages.